Bonjour à toutes et à tous. Je rappelle un petit peu comment les choses vont se dérouler. Je vais faire un propos introductif très court. Ça va laisser le temps aux personnes d'arriver pour ce webinaire qui a été intégralement réalisé par le Centre national soins palliatifs fin de vie. Vous dire que cet appel à projet s'est déroulé dans le cadre de la mise en œuvre d'une des mesures de l'axe 1 dont je suis responsable avec le Centre national soins palliatifs, qui est un axe majeur. Il faut vraiment couper vos micros, autrement ça fait des échos. Merci beaucoup. Qui est un axe majeur puisque c'est un axe qui promeut l'appropriation anticipée du droit des malades et de la fin de vie par les personnes concernées. C'est donc un axe qui m'a été confié depuis le début de ce plan. Il a été donc décidé de mettre en œuvre cet appel à projet suite à la réunion de 18 mois d'un groupe de travail où étaient représentées les associations, les grosses associations de fédérations hospitalières, mais aussi des associations de patients, des associations comme l'APF France, l'AFM Téléthon, mais aussi la Ligue nationale contre le cancer, mais aussi les associations de bénévoles d'accompagnement, des associations également comme les Petits Frères des Pauvres, et puis des représentations aussi bien de médecins gériatres que de médecins de soins palliatifs, que d'infirmiers, que d'assistants sociaux et de psychologues. Salut. Madame Gossin, je pense qu'il faut couper votre micro, on vous entend parler. Merci. Voilà, vous dire que donc moi de formation initiale, je suis psychologue clinicienne. Je dirige depuis maintenant plus de 23 ans une association qui s'appelle SPACE et qui se situe en Essonne et qui est une association qui porte une équipe mobile de soins palliatifs territoriale et un dispositif d'appui à la coordination. Par ailleurs, je suis la fondatrice et la présidente de l'association nationale Jeunes Aidants Ensemble et je suis secrétaire de la Société française francophone de psycho-oncologie. Voilà, un bref CV. Vous dire que nous sommes vraiment excessivement heureux de voir que ce groupe de travail qui avait élaboré des pistes de réflexion ne s'est pas trompé dans les professionnels qui pouvaient se retrouver confrontés à des situations de discussion anticipée, de discussion avec le patient, le résident et ou la famille sur des questions de souhait concernant la fin de vie. Il y a eu un état des lieux colossal réalisé par le centre sur l'ensemble des outils et des dispositifs qui permettent l'appropriation anticipée du droit des malades. Et nous nous sommes aperçus dans des cours du groupe de travail qu'il y avait deux catégories professionnelles qui avaient très peu d'informations concernant le droit des malades dans leur formation initiale. Il s'agit donc des psychologues travaillant au sein des EHPAD, mais aussi les travailleurs sociaux travaillant soit dans des institutions ou des associations qui accompagnent des personnes en situation de précarité. Donc, il a été décidé de créer un comité d'accompagnement et d'évaluation issu de ce groupe de travail où nous avons, par exemple, Camille Bossancrène, qui est psychologue à la Fox. Nous avons Françoise Desvaux, qui est représentante des bénévoles d'accompagnement au sein du COPIL, mais aussi Martine et Roselyne, qui sont des directrices d'établissements sociaux et médico-sociaux de l'association Les Petits Frères des Pauvres, mais aussi le docteur Catherine Bellet, qui est médecin gériatre et médecin coordonnateur, mais également Anne Danienol qui dirige la cellule régionale d'animation de soins palliatifs de la Bretagne. Voilà, donc vous avez été nombreux à répondre à ce projet parce que nous avons reçu 148 candidatures. Pour ce qui est du webinaire, je vais laisser la parole à Giovanna Marsico qui va vous faire un bref état des lieux du cadre légal et réglementaire, mais surtout, le centre va vous présenter l'intégralité de ces outils et dispositifs qu'ils ont déjà élaborés et qui
et qui en fait correspondent et satisfont pleinement l'ensemble des critères que vous avez pu voir dans l'appel à projet. Et nous pensons qu'un certain nombre d'entre vous vont trouver dans cette présentation d'objets déjà existants sûrement déjà une réponse, si elle n'est pas totale, en tout cas partielle, aux besoins qu'ils ont pu évoquer et aux idées qu'ils ont eues pour développer des outils et des dispositifs. Nous serons en mesure de rendre une réponse. Sur les 148 candidats, 30 seront sélectionnés. Ils bénéficieront d'un accompagnement méthodologique et technique par le Centre national soins palliatifs fin de vie. Et vous aurez les réponses au plus tard la 4e semaine d'avril. Voilà, je fais le plus court possible. Je donne la parole maintenant à Giovanna Marsico. Sachez que vous pouvez vous poser des questions. On est trop nombreux pour les prendre. Ça serait un peu compliqué. Mais surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat. On va vous répondre au fil de l'eau. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci surtout de quelque chose qui est excessivement rassurant et dont on ne parle pas assez, c'est qu'il y a des dynamiques territoriales, puisque ces 148 candidats recouvrent l'intégralité du territoire national. Nous avons vraiment des candidats excessivement variés, et ce qui prouve que la question du droit des malades et la question de la fin de vie, des soins du patient, est vraiment une préoccupation de l'ensemble des professionnels qui s'occupent de personnes dans des situations palliatives ou en fin de vie. Giovanna, je te donne la parole. Merci beaucoup Françoise. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir tous là et de l'intérêt que vous portez à toute notre démarche. Je vais vous proposer quelques éléments déjà sur la présentation du Centre national, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas en dehors de notre implication dans l'appel à projet. Une présentation assez synthétique des droits existants, de la législation existante via, entre autres, nos outils, et puis un vrai focus sur les outils et les productions disponibles pour le centre. Évidemment, c'est notre job, c'est notre métier de vous les mettre à disposition. Julien, tu peux passer. Et puis voilà, on aura un tout petit temps, j'espère, pour des questions-réponses, mais sur le fond, sur le contenu de la présentation, pas sur l'appel à projet. Tu peux passer à l'autre slide, Julien. En tous les cas, je commence directement. La législation sur la fin de vie en France a généré, c'est à la base de cette législation que le centre a été créé, parce que le Centre national a été créé en 2016 suite au débat parlementaire pour la promulgation de la loi Claes-Leonetti. Et ça a été face au constat surtout du manque d'informations qui existait auprès de la population générale et des professionnels de santé, de médico-social et social, sur les droits applicables en situation de fin de vie. Donc le centre aujourd'hui a été renouvelé en 2022 et il a pour mission d'une part de contribuer à la meilleure connaissance des soins palliatifs et des conditions de la fin de vie. Il est centre de ressources, donc il recueille, il exploite, il analyse, il qualifie les données statistiques, épidémiologiques et documentaires pour les mettre à disposition des publics. Il est observatoire et donc il produit de l'expertise, par exemple notre atlas, mais on le reverra par la suite. Et puis, il est également producteur d'outils d'information sur les directives anticipées, la désignation de la personne de confiance et la démarche palliative, donc les autres droits associés. Il est centre de référence et il est centre d'accompagnement au dialogue et au débat. Donc, c'est dans ce rôle qui a fait partie de la gouvernance de la Convention citoyenne. On en dira on fera un petit sujet là-dessus tout à l'heure. Donc, sur les principaux dispositifs législatifs, très brièvement, nous avons la première loi qui a fait un focus sur la fin de vie et la loi Neuwirth de 95 sur la loi sur la douleur, ensuite la loi de 99 sur l'accès aux soins palliatifs, la loi 2002, la loi Kouchner sur les droits des personnes atteintes d'une pathologie, donc la loi des patients usagers du système de santé, la loi de 2005, la loi Leonetti, et puis la loi de Claes-Leonetti de 2016.
toutes ces lois ont eu un parcours centré sur 2 objectifs principaux. D'un côté, soulager la souffrance, et d'un autre côté, on verra après, renforcer les droits des personnes. Soulager la souffrance, c'est-à-dire le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur, le droit d'accéder aux soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie, et donc de l'autre côté, le devoir de professionnel de tout faire pour assurer que chacun puisse avoir une fin de vie digne jusqu'à la mort, le droit de ne pas subir l'obstination déraisonnable, et donc c'est toujours un miroir, l'interdiction des médecins de pratiquer de l'obstination déraisonnable, l'alimentation et hydratation artificielle considérée comme un traitement de maintien en vie et donc susceptible d'être arrêtée au titre de la lutte contre l'obstination déraisonnable, et le droit d'accès sous condition à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et l'autre volet, donc l'autre objectif, est celui de renforcer, remettre la volonté du patient au centre de son parcours de soins, des décisions qui le concernent, la possibilité de le faire, soit qu'il soit capable d'exprimer sa volonté directement ou qu'il ne soit pas plus en capacité de le faire. Et donc là, on retrouve le droit d'être informé, ça c'est la loi Kouchner, ou de refuser des lettres, le droit d'accéder à son dossier médical, toujours 2002, loi Kouchner, le droit de consentir aux soins et le devoir du médecin de recueillir le consentement systématiquement, le droit de refuser le traitement, y compris l'alimentation et hydratation artificielle, le droit de désigner la personne de confiance, dont le témoignage depuis la loi Claes-Leonetti prévaut sur tous les autres, et le droit de rédiger des directives anticipées qui s'imposent aux médecins et sont valables sans limitation dans le temps. On va voir ensemble plus spécifiquement quels sont ces droits. Vous m'arrêtez s'il y a des problèmes de compréhension ou techniques. Donc, on a remis dans l'intitulé les principaux dispositifs liés à la loi Claes-Leonetti parce que simplement c'est la dernière, donc c'est celle qui valide toutes les législations précédentes. Donc, dans le cadre des législations autour de la fin de vie, les directives anticipées sont le premier droit des personnes, c'est-à-dire le droit d'exprimer sa propre volonté sur les préférences autour de la fin de vie et donc les soins autour de la fin de vie lorsque on n'est plus en capacité de s'exprimer. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. C'est-à-dire que les directives anticipées, parfois, dans la pratique, sont interprétées comme une sorte d'outil pour compenser la difficulté de recueillir la volonté des personnes. Donc, les directives anticipées n'interviennent que dans le cas où la personne n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté. Et les directives anticipées peuvent être exprimées sur différentes formes, donc en forme sur papier libre, sur le module prévu par le ministère de la Santé, validé par l'HAS, mais aussi enregistré sur Mon Espace Santé. Et dans ces directives anticipées, il y a des notions cliniques qui sont parfois assez complexes, et donc la pratique veut qu'elle soit discutée avec un professionnel de santé, même si ce n'est pas obligatoire, mais la discussion avec un professionnel de santé est particulièrement pertinente parce que justement, tous les patients ne sont pas en mesure d'anticiper l'impact qu'un certain traitement ou une certaine intervention, par exemple chirurgicale, pourrait avoir sur leur vie. Julien, tu peux passer à la slide suivante. Donc, on peut en parler avec les proches et on sait, le centre a fait un sondage l'année dernière qui montre clairement que pour les patients, pour les citoyens, c'est particulièrement important d'échanger avec ses proches, même bien avant qu'avec leur médecin traitant. On peut en parler avec une personne de confiance, avec un professionnel de santé et aussi avec des associations, avec des représentants d'usagers. Et donc, on peut les transmettre ou conserver sur papier libre ou un formulaire dédié. Clairement, le fait qu'elles puissent être déposées dans Mon Espace Santé est particulièrement intéressant parce que cela permet d'y avoir aux professionnels de santé, au cas où, d'y avoir accès directement sans devoir aller les chercher dans les tiroirs, dans les armoires
ou dans les portefeuilles des personnes. Sur la deuxième grand droit octroyé par la loi aux citoyens, c'est le droit de désigner une personne de confiance. On est toujours dans le cas d'une personne inconsciente, mais la personne de confiance peut aussi avoir tout son rôle dans l'accompagnement de la personne malade. Donc, une personne de confiance peut être nommée et désignée, elle peut accompagner la personne malade, assister aux consultations, discuter avec elle des différentes propositions thérapeutiques, mais elle prend tout son rôle. Le cœur de la mission de la personne de confiance se réalise lorsque la personne concernée, la personne malade, n'est plus en mesure de pouvoir exprimer sa volonté. Et la loi Claes-Leonetti a renforcé les droits de la personne de confiance en statuant que l'avis de la personne de confiance n'est plus un avis juste parmi les autres, c'est un avis qui prévaut sur celui de tous les autres, y compris les proches, y compris les personnes de la famille. Évidemment, c'était un dispositif qui a fait suite à différents faits divers et à différentes prononciations de la jurisprudence, et notamment le plus emblématique, ça a été le cas de Vincent Lambert, dans lequel il n'y avait pas de directive anticipée, il n'y avait pas de personne de confiance, et la famille d'un côté et la compagne de l'autre côté se sont trouvés dans un conflit qui a duré très, très, très longtemps. Donc, la personne de confiance peut être n'importe qui, une personne de confiance, donc un proche, mais aussi un ami, mais aussi un professionnel de santé. Elle doit être désignée sous forme écrite. La nomination de la personne de confiance doit être co-signée par la personne de confiance elle-même pour éviter que quelqu'un ne soit pas nommé personne de confiance sans savoir et donc de ne pas pouvoir intervenir au moment venu. Et elle aussi, la personne de confiance, peut être désignée via mon espace santé. Donc, la désignation peut être déposée dans le propre espace numérique national. Un troisième droit qui a été octroyé par la loi Claes-Leonetti sur le coup, donc il est entré en vigueur en février 2016, est le droit d'accéder à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Nous savons qu'il existe différentes sédations en fin de vie, des sédations palliatives. Et il peut y avoir des sédations proportionnées et il peut y avoir des sédations profondes et continues. La différence consiste principalement sur l'intention. La sédation profonde et continue peut être enclenchée lorsque la personne a des souffrances réfractaires, lorsque la personne a une maladie létale et que le pronostic est à court terme, c'est-à-dire quelques heures et quelques jours. Et une fois la personne sédatée, la vocation de cette procédure est qu'elle ne se réveille pas jusqu'à son décès. Donc, la différence, c'est une différence importante avec celle des sédations palliatives. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà, quels sont les critères? Donc, je vous ai dit les critères médicaux. Et puis, il y a, pardon, là, on est sur la sédation déraisonnable. Sur la sédation profonde et continue, ce qui est important, c'est de savoir que ce droit, il est très peu connu, il est très peu pratiqué, et le codage pour pouvoir évaluer la pratique n'existe pas parce qu'on a le même codage pour les sédations palliatives et les sédations profondes et continues. Donc, c'est encore un dispositif qui est peu connu et peu pratiqué. Donc, la quatrième dispositif législatif est celui de la lutte contre l'obstination déraisonnable. On est sur la slide suivante. Quels sont les critères? Il y a des critères médicaux, cliniques, et puis il y a des critères qui sont relatifs à la volonté de la personne. Sur les critères cliniques, évidemment, ce sont des actes
qui sont un objet, ou des examens, ou des investigations, ou des traitements qui s'avèrent inutiles ou disproportionnés et qui n'ont aucun autre effet que le seul maintien en vie de la personne. Et les critères qui sont relatifs à la volonté, la personne concernée doit pouvoir avoir indiqué ses préférences soit dans les directives anticipées, un défaut de directive anticipée à la personne de confiance et un défaut de la personne de confiance aux proches. Si la situation d'obstination déraisonnable est relevée, il doit y avoir nécessairement une procédure collégiale. Et dans la procédure collégiale, le professionnel de santé doit prendre en compte justement si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, soit les directives anticipées, soit la personne de confiance, soit le témoignage des proches. Qu'est-ce qui se passe après l'arrêt de traitement jugé déraisonnable? Évidemment, le traitement de la douleur est garanti, le soulagement des symptômes aussi. Les patients et les proches doivent être accompagnés et une sédation profonde et continue peut être enclenchée à la demande soit dans les directives anticipées de la personne, sous proposition de l'équipe soignante. Évidemment, il y a une obligation pour les professionnels de tout mettre en œuvre pour que la fin de vie soit se déroule dans la meilleure condition possible. Donc, pardon, je reprends, tu peux continuer. La sédation profonde et continue, on y revient. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, Julien. Voilà. On est sur le refus de soins. Sur le refus de soins, c'est le dernier des grands droits des personnes et souvent, il est pareil, il est peu connu. En fait, c'est directement la loi Kouchner qui a introduit la possibilité pour les personnes de refuser ou de ne pas recevoir les traitements. Là aussi, le suivi du malade reste assuré. C'est indispensable que le malade puisse continuer à recevoir l'accompagnement palliatif. Le médecin doit respecter la volonté de la personne, évidemment après échange et après l'avoir informé des conséquences que ce choix peut déterminer et de la gravité de ces conséquences. Évidemment, si le choix d'exprimer son refus de soins va mettre en péril la vie de la personne, le médecin doit demander à la personne de réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Il peut y avoir aussi un appel à d'autres membres du corps médical. Et évidemment, la procédure doit être inscrite dans le dossier médical du patient. Toujours avec le principe, selon la loi de 1999, que pour sauvegarder la dignité du mourant et assurer la qualité de vie, les soins palliatifs doivent être dispensés selon le Code de la santé publique. Le cadre actuel, je l'ai fait vraiment très très bref, mais le cadre actuel est celui des droits que je vous ai évoqués. Les slides sont des extraits de nos productions qu'on verra après. Juste pour rester dans l'actualité, depuis un an et demi, un débat a été lancé sur la fin de vie en France. De nombreux rapports et de nombreux avis ont été rédigés par différentes institutions, notamment le rapport d'information de la mission de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui a évalué l'application de la loi Claes-Leonetti. Et donc, c'est bien pour ça que un projet de loi est un cours de procédure législative face à ces droits qui existent, qui ne seront pas remis en cause, mais qui pourraient être renforcés par des droits successifs, par d'autres droits. Et c'est autre que ces rapports, ce projet de loi, il se base également sur l'expression des conventionnels
qui ont été réunis pendant 9 week-ends lors de la Convention citoyenne et qui répondaient à la question de la Première ministre de savoir si les conditions de vie actuelles en France permettent des fins de vie voilà, dignes. Et les conventionnels ont répondu avec 2 constats majeurs, le constat de l'inégalité d'accès à l'accompagnement de la fin de vie et d'autre part, l'absence de réponse satisfaisante face à certaines situations de fin de vie, notamment en cas de souffrance physique ou psychique réfractaire. Tu peux passer à la slide suivante, Julien. Voilà, aujourd'hui, l'agenda politique suite à cette convention citoyenne et au déroulement du débat national porte sur 2 grands axes. Le projet de loi qui a été présenté au Conseil d'État lundi dernier et actuellement le Conseil d'État est en train de faire ses retours pour successives présentations au Conseil de ministres en avril. Et puis, d'autre part, une stratégie décennale sur les soins d'accompagnement et les droits des personnes dont on devrait avoir les annonces dans les tout prochains jours. Slide suivante. Voilà, bon, là, ce sont des éléments sur les différents contenus de la stratégie décennale, donc une notion d'anticipation palliative dont Françoise Élien vous a évoqué le concept. Donc, on est complètement, nous, avec notre démarche d'appel à projet, en cohérence avec la politique publique qui se dessinera à travers cette stratégie décennale, le renforcement des droits des malades et la démocratie sanitaire, la volonté de renforcer la culture palliative, le renfort de soins d'accompagnement et la solidarité à l'endroit des personnes les plus vulnérables, et puis la prise en compte de l'accompagnement au deuil en prenant notamment en compte la situation des aidants qui sont mobilisés auprès d'un proche en fin de vie pour renforcer leurs droits et pour prévenir les situations difficiles d'accompagnement et de post-accompagnement de deuil. Les contributions du Centre national à ce débat ont été d'un côté un sondage que j'ai évoqué qui a été fait avec BVA en 2022, les Français, la fin de vie, dans lequel on voulait d'une part identifier les attentes des Français autour du cadre de leur fin de vie et la connaissance qu'ils ont de leurs droits. Le panorama des législations sur l'aide active à mourir dans le monde, vous le voyez en couverture sur la droite, qui est l'ouvrage de référence sur l'offre de soins, mais aussi sur les données épidémiologiques et organisationnelles autour de la fin de vie en France. Nous avons été partie prenante de la gouvernance de la Convention citoyenne. Nous avons produit un parcours de formation des conventionnels qui est disponible en téléchargement sur notre site, on le verra par la suite, et nous avons produit plusieurs notes d'analyse et des contributions à faveur des travaux de l'instance de préfiguration de la stratégie décennale. Donc, on revient sur les outils à disposition du centre, à disposition des publics du centre, les outils produits par le centre. D'un côté, nous avons notre site Internet. C'est le site Parlons Fin de Vie, un site qui est organisé sur différents volets, les informations à destination des personnes concernées, les informations à destination plutôt des proches aidants, les informations concernant l'expertise et donc destination plutôt des décideurs et des associations, et puis nos publications et les trajectoires, parce que nous sommes évidemment bien conscients que le parcours de fin de vie est fortement déterminé d'une part par les inégalités existantes, mais aussi simplement par les trajectoires qui sont conditionnées par la pathologie, les pathologies de la personne concernée. Donc, on a des trajectoires qui sont les trajectoires de cancérologie, les trajectoires de grand âge, trajectoires de maladies évolutives et chroniques, et trajectoires de maladies neurodégénératives et défaillances d'organes. Donc, sur nos outils, nous avons les 2 brochures à haut à gauche
dont vous avez vu les extraits dans mon illustration, ma présentation des droits. Ce sont 2 infographies, une à destination du grand public et l'autre à destination des professionnels, qui contiennent de façon très synthétique, mais le descriptif des droits. Et ces 2 infographies sont en cours de traduction en 18 langues différentes pour pouvoir être proposées à des publics allophones. Là, c'est l'ensemble des productions. Vas-y, Julien, tu peux y aller. Donc, la brochure, vous avez le code, le QR code à côté, donc la brochure pour accompagner le grand public. Ensuite, nous avons également la brochure pour accompagner les professionnels avec le QR code qui va avec. Ensuite, nous avons des podcasts, une ligne de podcasts, une saison de podcasts qui est sortie à l'automne et qui a eu un très grand succès. Pour ça, je remercie l'équipe et surtout Anna Altea qui a été vraiment pilote de cette saison de podcasts qui se base sur des histoires de passion, des histoires de parcours et qui permet en 4 ou 5 minutes d'avoir des focus assez précis sur les droits mobilisables ou les pratiques existantes en fin de vie. Nous avons été aussi sélectionnés dans le prix de podcast du Festival de la communication en santé. L'Atlas, je l'évoquais, c'est la 3e édition et c'est vraiment le texte de référence sur l'état des lieux de l'offre de soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie. Il est toujours téléchargeable dans nos publications sur notre site internet. Et d'ailleurs, on peut aussi vous le transmettre, toutes ces productions, on peut vous les envoyer par la poste. Tu peux aller à la slide suivante. Le parcours d'information transmis aux citoyens, c'est un livret qui commence à être assez robuste et qui répertorie donc les histoires des patients, les notions essentielles, la référence au texte fondateur, une bibliographie sur les romans, les essais, les bandes dessinées sur la fin de vie, une cinématographie. Donc voilà, c'est un document de synthèse qui est assez utile. En tous les cas, ça a été le retour des conventionnels qui étaient ravis de l'avoir reçu parce que ça leur a permis de monter en compétence sur toutes les questions, les enjeux relatifs à la fin de vie et pouvoir débattre correctement en évitant d'avoir des écarts de connaissances. Nous avons une carte géolocalisée qui répertorie l'annuaire des structures des soins palliatifs et d'accompagnement de la fin de vie. Elle est géolocalisée, donc vous pouvez y aller et là où vous vous trouvez ou en indiquant le lieu que vous souhaitez prendre en compte, vous avez exactement toutes les ressources existantes sur le territoire concerné. C'est un projet que nous avons mené en lien avec le service public d'information en santé du ministère et qui est mis à jour régulièrement grâce aux travaux justement du SPICE. Nous avons également une plateforme d'information téléphonique. Les personnes qui le souhaitent peuvent nous contacter par téléphone ou envoyer des mails à contact@spev.fr et nous avons une production notamment des échanges via mail assez costauds parce que voilà, on voit bien que pour les personnes c'est compliqué de se dépatouiller dans des situations complexes lorsque voilà, elles n'ont pas toutes les clés pour comprendre et pour agir. Nous avons également un portail documentaire plutôt axé chercheurs, étudiants, décideurs, mais évidemment, il peut être consulté par toute personne. C'est vraiment le portail documentaire de référence, Vigipalia, qui a un fond documentaire extrêmement important, y compris sur la littérature de jeunesse, mais aussi voilà, sur toute la littérature scientifique. Nous avons également sur le site une foire aux questions qui viennent d'être remises à jour et avec les questions et les réponses sur
toutes les questions que les personnes peuvent se poser, donc sur la fin de vie, les lois et des dispositifs, sur les droits, sur l'aide à mourir, sur les lieux de la fin de vie, le domicile, l'hôpital, les soins d'accompagnement, le post-mortem, l'agonie, etc. Donc, c'est une foire aux questions qui est très, très riche. Et là, vous avez le QR code. Ensuite, nous sommes en train de travailler sur des nouveaux outils, c'est-à-dire un guide d'information et de ressources à destination spécifique des proches aidants d'une personne à un parcours de fin de vie. Ça va être une publication pareille, assez complète, exhaustive, sur d'un côté les droits pour la personne qui accompagne, pour le proche aidant, les ressources disponibles, mais aussi toute une série de suggestions, de conseils pour accompagner la personne, notamment au domicile, et donc faciliter le soulagement de ses symptômes, l'aide au sommeil, l'aide à la nutrition, l'aide à la prévention des escarres, l'aide à la prise en charge de la souffrance psychique, notamment évidemment toujours en lien avec l'équipe soignante et avec les professionnels qui interviennent au domicile. Et puis, nous avons également un travail en cours, un partenariat avec la plateforme Vieillesse et Précarité, qui est un guide sur la fin de vie et précarité. Donc, nous savons tous que lorsque on cumule des situations complexes, une situation de fin de vie, mais en situation de précarité, les difficultés se multiplient. Et donc, nous avons souhaité, toujours un lien avec le plan national qui a tout un volet sur la précarité, nous avons souhaité produire ce guide à destination des professionnels du social et médico-social pour faciliter leur accompagnement des personnes accompagnées.